Bienvenue à Laval Estival, l'émission où l'on couvre pour vous tout ce qui se passe ici dans la région, au niveau sportif, culturel et au niveau de l'actualité aussi. Et sans plus tarder, laissez-moi vous présenter mes chroniqueurs, ceux que je surnomme les musiciens de cette émission. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Et parlant de musique, la question de cette semaine qu'on vous pose est quel est votre genre de musique, la musique que vous écoutez le plus? Pour répondre à la question, vous devez aller sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Et je vous pose la question à vous aussi. Commençons par toi. Quel type de musique j'écoute? Ouais. Eh bien, en fait, j'aime beaucoup la musique populaire, la musique qui joue à la radio, parce que j'écoute beaucoup la radio, j'aime ça. Donc, LMFAO, Jennifer Lopez, je suis un peu américanisée côté musique, mais du jazz aussi. Du jazz aussi? Ouais. Ah, ça, je suis surpris un petit peu de... Surpris? Ah ouais, oui? moi aussi. J'ai pas l'air de ça? Ouais, pas l'air d'une fille qui a un MP3 pour écouter de... OK, non, OK, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Toi, Sam, qui rit des autres, toi, c'est quoi ton genre de musique? Marie-Mé. Ouais. Marie-Mé. Non, c'est vrai. Merci. J'écoute n'importe quoi. Ah, sincèrement, j'écoute n'importe quoi. Ça peut être de la musique populaire, de la musique rock, de la musique de toutes sortes de pays. Ouais, t'es pas mal versatile en termes de musique. Je suis versatile, je suis caméléon. Il est sourd, il entend. Bon. Ben, tu nous feras peut-être un top 5 de tes meilleures chansons à vie. Je suis rendu avec une liste de top 5. Une liste top 5 sangria, musique. Ouais, on attend juste que tu le fasses. Hein? OK. Sarah, toi, c'est quoi la musique qui te titille l'oreille? Me titille l'oreille. Écoute, moi, je vais te déballer mon sac au complet. Ah oui. Oui. Voilà. J'écoute, j'aime beaucoup la musique danse. Je suis prise dans les années 90, 80-90. Je suis plus capable de sortir de là. Mais c'est un peu, je partage ça avec mon copain. On tripe Est-ce que sur plus la c'est même disco? musique. Parce que les non, années 90, dance aussi... music. Non, OK. Rhythm. Peux-tu nous faire un petit extrait parce qu'elle chante très bien? Non, je chante pas ça. C'était exclusif à toi tantôt, mais là, je chanterai plus. Peut-être un jour. Ouais, ben, moi aussi, j'écoute un peu de tout, mais j'aime bien le vieux rock. Puis je suis forcée d'écouter du violon. Mais c'est le fun aussi parce que ma jeune sœur joue du violon. Donc, j'ai appris avec le temps à apprécier la musique. Ben, moi aussi, j'apprends avec le temps de t'apprécier. On va tout de suite commencer avec de l'actualité. Mais ta musique, ça, toi, c'est quoi? T'écoutes pas de musique? C'est vrai. Non, moi, j'écoute pas de musique. Non, c'est vrai. Moi, j'écoute beaucoup de pop aussi, beaucoup de rock. J'ai tu vas aller les voir années 70. LMFAO ou LMFAO, ben oui. C'est oui. au Mondial Choral. Absolument, mais j'écoute vraiment un petit peu de tout, les années 70 aussi. Beaucoup de musique de cette époque-là que j'apprécie. L'année t'es née, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on va voir dans notre émission aujourd'hui? Très bonne question et on va avoir la réponse d'abord en actualité avec Catherine. Oui. En actualité, ça se résume en 4 mots. Festi Week-end, théâtre et télébingo. Voilà, short and sweet. Et toi, Sam? Je fais ça short and sweet. Non, vas-y comme tu veux. Toi, je te donne carte blanche. Ah, good. Pour une fois. Moi, je rencontre Michael Lucie du membre Viva Nova, un groupe de musique un peu brésilien mélangé avec du jazz. Tu aimes le jazz? Ouais. Sûrement tu connais ça. On va avoir l'occasion de... Chronique film. J'ai une chronique film avec Nicolas Vincent Poirier. Ce sera pas long, tu m'as donné carte blanche. Ouais. Ce sera pas long, j'ai pas fini. Parfait. Et bien sûr, on finit avec les Denis de relais. Et c'est Catherine Doré qui a eu le plaisir de les rencontrer. Parfait, ben on va avoir l'occasion d'en savoir un petit peu plus tard dans l'émission, Sam. Et au niveau sportif, Sarah, qu'est-ce qui se passe? Le plus important. Le plus important, Le sport. Alors, ben, dans le fond, c'est vraiment diversifié cette semaine, mais je vous parle en gros de réussite sportive lavalloise. Ah, c'est très intriguant comme sujet aussi. Je laisse planer le oui. mystère. On va tout de suite commencer avec l'actualité, avec toi, Catherine. Tu as parlé avec Chantal Crépeau. Oui, exactement. J'ai rencontré Chantal Crépeau qui est venue nous parler des Festi Week-end, qui en fait est une ambiance effervescente avec des spectacles et toute une série d'activités. Je vous en dis pas plus. Pour nous parler de toutes les activités entourant les Festi Week-end, j'ai à mes côtés Mme Chantal Crépeau. Comment allez-vous? Oui, bonjour, merci. Oui, ça va très bien. Très bien, moi aussi. Alors, vous nous réservez beaucoup d'activités au Village des Arts du Centre de la Nature et c'est rendu presque un incontournable pour la saison estivale. C'est un grand festival d'été à Laval, en fin de compte. Et les Festi Week-end se déroulent du 23 juin au 12 août. Oui, 8 fins de semaine. 8 fins de semaine. Mais parlez-nous du déroulement des Festi Week-end. Tout d'abord, j'aimerais parler juste un peu de l'année 2011, qui a quand même été exceptionnelle.
traditionnel. On a eu des changements, on a eu une nouvelle appellation, on appelle ça maintenant les Festi Week-ends. Et avant, c'était... C'était le Village des Arts, en fin de compte. C'est encore le Village des Arts, mais on appelle ça les Festi Week-ends. Okay. Alors, on a aussi un nouveau logo. On a eu beaucoup de fréquentation l'année dernière. On a eu un record au-dessus de 24 000 festivaliers, à comparer à 2010 à 16 000, puis en 2009 à 7 000. Alors, vraiment, là, c'est incontournable. Les gens apprécient la programmation, puis apprécient aussi les maisonnettes. Alors, les maisonnettes, la section d'enfants. Oui, la section d'enfants. En fin de compte, tous les maisonnettes ont été transformées pour des jeux, en fin de compte, éducatifs pour les enfants. Fait qu'il y a 8 maisonnettes, il y a des marionnettes, il y a des costumes, vus sur le monde, la différence avec les enfants, avec les différences multiculturelles. Oui. Bref, il y a beaucoup d'activités dans les maisonnettes, d'ailleurs. Beaucoup de choix pour les jeunes. Oui. Alors, cette année, il y a encore plus d'activités, comme je vous dis. 12 spectacles en soirée avec une programmation double. On a fait un petit sondage l'année dernière, puis les jeunes voulaient un petit peu plus de soirées dansantes. Alors, cette année, on a beaucoup d'activités. On a eu une demande aussi de country. Vous savez que c'est quand même assez intéressant. Les gens aiment beaucoup le country. Alors, cette année, on fait une soirée de danse en ligne. Ça va être vraiment spécial, là, avec un atelier dans l'après-midi. Alors, un atelier pour apprendre à danser ces danses-là. Et dans la soirée, on va faire, en fin de compte, avec de l'animation. Parce que c'est vrai que danser le country de ces temps-ci, on est moins bon. On s'y connaît moins. Mais on va avoir un petit atelier dans l'après-midi. On va avoir une autre fin de semaine, hommage aux décennies 70 et 80, le vendredi soir. Nos spectacles sont toujours le vendredi soir et le samedi soir. Et le vendredi soir, on va voir, en fin de compte, le pop plus rock, en fin de compte. Et le samedi, c'est le 30e anniversaire du disco cette année. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Bien, je l'apprends. Alors, on va faire un spécial disco. Dans l'après-midi, on va voir une coiffeuse qui va nous faire des coiffures des années 70-80. Ça va être vraiment intéressant. Puis je vais prendre aussi des photos avec des Polaroids. Donc, les gens vont vraiment baigner dans cet environnement-là. Oui, vraiment, les années 70-80. On a une autre fin de semaine aussi au féminin. On veut mettre en l'honneur les voix féminines, parce qu'on a vraiment des belles voix aussi. Alors, des années plus 50-60, c'est les Bluebell Sisters. On va voir aussi Madeleine Royer, qui va faire avec plus du français, chansons plus francophones. On a une autre fin de semaine aussi cinéma-théâtre. Alors, c'est sûr qu'on aime beaucoup faire aussi les soirées dansante, mais on veut aussi faire diversifier. Donc, on a une pièce de théâtre pour adultes le soir. Et on a aussi le samedi du cinéma muet. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, du cinéma muet avec du Charlie Chaplin, du Laurel et Hardy, mais on a un accompagnateur au piano qui va faire, en fin de compte, le cinéma muet avec un grand écran. Vraiment comme dans le temps. Oui. C'est super intéressant. Les enfants ne connaissent pas ça, en fin de compte, du Charlie Chaplin, du Laurel et Hardy. Non, c'est plus de leur génération. Non, c'est ça. Donc, on va faire découvrir ça. Et une dernière fin de semaine aussi, c'est Musique du monde. On va avoir de la musique celtique, de la musique africaine. Encore là, ça va bouger. Ça, c'est sûr. On a aussi les premières fins de semaine, Notre fierté, avec, bien sûr, Philippe Bergella. Il était populaire, en fin de compte, dans la comédie musicale Don Juan et Scheherazade. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand même. Alors, il va nous faire des chansons là, québécoises, bien sûr, parce que c'est le 25 juin. Et la fin de semaine... C'est vrai, le 25 juin. Oui, alors c'est important, les musiques québécoises. Et la fin de semaine après, en fin de compte, du 1er juillet, c'est notre thématique, c'est « Ça déménage ». Alors, ça va être... oui, c'est vrai. Ça déménage avec Mary Poppins. Mary Poppins, c'est du pop-rock aussi. Donc, il y en a pour vraiment tous les goûts pour les spectacles. Là, et c'est vraiment familial. Alors, il y a beaucoup de familles qui viennent. L'année passée, on avait 700-800 personnes. Les familles venaient, les enfants dansaient. Ils pouvaient aller dans les maisonnettes aussi. Mais en parlant de famille, justement, on va avoir aussi 27 spectacles pour la famille dans l'après-midi. On a toujours nos prestations, en fin de compte, de jeunes publics. Ça fait quand même 3 ans qu'on fait ça. Cette année, elle s'appelle Comédia. Alors, on a des représentations le samedi à 11h, à 13h30 et le dimanche aussi également. Alors, c'est un rendez-vous. Vous avez tellement de choix différents. Les gens ils n'ont pas de raison de ne pas passer puis de dire « Ah, je sais pas si c'est de mon goût ». Il y a vraiment de tout. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est gratuit aussi, Catherine. C'est vraiment important de le dire parce que toutes les activités sont gratuites. Puis en plus, depuis 2 ans, on ne fait pas juste des activités au Village des Arts, on les fait aussi à l'intérieur du Centre de la nature. Donc, vous avez des activités sur le bord de l'eau, vous avez des activités juste en face de la ferme, du théâtre, de la musique. Bref, là, il y en a vraiment, là, vraiment... Cette année, c'est nouveau, on a du yoga.
Wow! Yoga famille En plus, aussi. moi, j'adore. Je fais beaucoup de yoga. Wow! Avec la famille. Je suis super contente. Oui. C'est le fun parce que, tu sais, des fois, on pense pas d'aller faire du yoga avec nos parents ou, tu sais, des fois, c'est plus une activité avec des amis, mais c'est super le fun. Mais vous avez tout en fin de compte la programmation. Vous pouvez aller voir là, les heures, les dates aussi. Bien sûr, on a aussi, on travaille beaucoup en partenariat avec nos artistes, avec nos organismes, nos institutions, les musées. On a Armand Frappier, CIO, Cosmodome, Éco-Nature qui font des ateliers scientifiques dans une des maisonnettes à tous les fins de semaine. Ça fait quand même 3 ans. C'est très apprécié. Wow! Oui. Puis on a aussi nos artisans. Nos artisans qui vont être, cette année, il va y avoir des chapiteaux juste en arrière du Grand Chalet, fait qu'ils vont pouvoir faire de la peinture en direct. Alors, en gros, là, c'est... En gros, il y en a beaucoup. Oui, oui, c'est certain. Beaucoup de choix. Mais si je comprends bien, à chaque fin de semaine, vous avez une thématique différente, c'est ça? Oui. OK. Oui, C'est le fun. toutes les fins de semaine. Donc, 8 fins de semaine de thématiques. Alors, rappelez-nous les dates des Fest Week-end. Oui, du 23 juin au 12 août, pendant 8 fins de semaine. Et vous pouvez vous procurer, en fin de compte, des dépliants dans les comptoirs multiservices, dans les bibliothèques, au Centre de la nature. Vous pouvez appeler au 3-1 pour plus de renseignements. Parfait. Et vous avez aussi le site festiweekendlaval.com. Parfait. Donc, c'est là qu'on peut obtenir plus d'informations. Oui, certainement. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Et on vous rappelle que c'est du 23 juin au 12 août. Donc, c'est un rendez-vous. Écoute, on a qu'une envie de danser, hein, de s'amuser, d'avoir du fun. Et là, je t'invite à y aller ensemble. Oui. Écoute, je ne manquerai pas cette chance-là. C'est bon. Parfait. Une petite dette comme ça. En sport, un mot, natation. Oui, un mot. Tantôt, je vous ai parlé de réussite lavalloise, mais j'ai oublié de mentionner la natation. Donc, tout d'abord, pour votre culture générale, la natation, il s'agit d'une activité physique à visée sportive, utilitaire, ainsi que c'est un loisir, dans le fond. Tout ça organise un déplacement à la surface ou à la proximité de la surface de l'eau. Les solutions visant à s'adapter aux contraintes de l'environnement particulier constituent un ensemble de pratiques corporelles qui sont acquises dans les sociétés humaines. En ce sens, la natation est considérée comme un objet culturel et une pratique sociale, ce que je ne savais pas. Bon. Donc, c'est très intéressant à savoir. Alors, la natation, c'est un sport olympique depuis 1896 pour les hommes et 1912 pour les femmes. Il n'y a aujourd'hui que 4 techniques de nage qui sont normalisées à des fins compétitives par l'institution sportive et enseignées couramment. Ce sont le papillon, le crawl, le dos crawlé et la brasse. Il existe cependant de nombreux autres styles qui sont enseignés et qui ont été présentés au courant de l'évolution de la natation. Je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec Sarah-Jeanne Pépin et Guillaume Martel, 2 jeunes nageurs de Laval. Pour parler de natation, je suis en compagnie de Guillaume Martel et Sarah-Jeanne Pépin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Oui, toi? Ben oui, ça va très bien. Alors, tout d'abord, vous êtes tous les deux de jeunes athlètes talentueux de natation. J'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée de vous inscrire à un cours de natation. Eh bien, pour moi, c'est parti de l'idée de mes parents qui voulaient m'inscrire pour que j'apprenne à nager. Et puis, ça l'a continué ainsi. J'ai commencé à aimer ça, puis j'ai persévéré. Puis pour toi, Sarah-Jeanne? Moi, je faisais des cours quand j'étais plus jeune. Puis, à un moment donné, mes parents ils ont vu que j'aimais ça être dans l'eau. Fait qu'ils m'ont demandé si je voulais continuer plus haut dans un club. Puis, j'ai dit oui. Puis, à force de continuer, bien, j'ai commencé à aimer ça. Donc, vous étiez tous les deux des vrais petits poissons dans l'eau. Oui, on pourrait dire ça. Qu'est-ce que vous aimez tant dans la natation? Maintenant, vous avez un petit peu plus d'expérience. Bien, en ce moment, pour moi, je pense que c'est la persévérance qu'on peut acquérir, le dépassement de soi, la confiance en soi, puis à chaque jour de se dépasser. Puis c'est la discipline aussi. Oui. Et puis pour toi, Sarah-Jeanne? La même chose, moi aussi. Puis, j'aime beaucoup la compétition, puis sport individuel. Fait c'est le fun. Donc, vous êtes très compétitifs et très actifs. Donc, vous êtes tous les deux, dans le fond, rendus niveau P2. Qu'est-ce que c'est exactement le niveau P2 en natation? Eh bien, c'est un temps de qualification qu'il faut obtenir à certaines nages pour aller dans des compétitions plus élevées de plus haut calibre. Et puis, ben, dans le fond, toi aussi. Et vous vous entraînez en moyenne 15 heures par semaine. C'est dans la piscine, 3 heures à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites exactement durant ces entraînements-là? À l'intérieur, dans l'eau, on s'est varié. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du kick, on travaille les jambes, du pull, on travaille les bras, les paddles, on travaille aussi les bras, puis
puis plein d'autres choses. C'est le fun dans l'eau. Et puis, hors de l'eau, est-ce que vous vous rendez dans une salle d'entraînement pour pratiquer différents muscles, votre cardio? Comment ça fonctionne? Oui, bien, quand on veut faire de la muscu après les entraînements, normalement, on fait des 10 minutes de vélo et ensuite, on fait des poids et haltères. Bien, pour les plus vieux, les plus jeunes, ils font des élastiques, je pense. Bien, on fait des élastiques. Ça travaille la traction dans l'eau. Puis, on fait aussi des parcours avec plein d'exercices qui travaillent les abdos, les bras, les jambes. Donc, c'est vraiment très demandant. Puis, est-ce que les entraînements sont différents si on est un garçon ou une fille? Non. Non? Donc, c'est les mêmes entraînements? Oui. Ouais. Parfait. Et puis toi, Guillaume, tu as fait du ski alpin, tu as fait du karaté, tu as fait du kickboxing, tu es un vrai sportif, mais finalement, tu as décidé de poursuivre dans la natation. Qu'est-ce que la natation t'apporte de plus que ces autres sports? Bien, la natation, ben c'est un sport de persévérance puis de dépassement de soi. Il faut toujours que tu ailles plus vite puis que tu ailles plus mal pour te dépasser puis atteindre tes objectifs. C'est vraiment ça. Donc, c'est les objectifs que tu t'étais fixés que tu retrouves dans la natation plutôt qu'un autre sport. Oui, vraiment. Parfait. Et puis, toi, Sarah-Jeanne, tu nages depuis la maternelle. Je me demandais, ce serait quoi l'étape la plus difficile pour toi quand tu as débuté à nager toute petite? C'est s'habituer aux entraînements, s'habituer à quand c'est difficile, être capable de continuer puis de pas lâcher. Puis, mais à part ça, ça s'est bien fait, vu que ça se fait graduellement. Donc, c'est s'habituer à une routine, puis c'est rentrer un peu dans le monde des grands avec les vrais entraînements, puis la douleur, puis tout ça. Et puis, quelles seraient pour vous les qualités qui forment un bon athlète? La persévérance. Persévérance. On va dire. La force mentale, la confiance en soi. Le dépassement de soi. Oui, c'est ça, exactement. Puis du courage. Le courage. Puis ça, ça vous décrit très bien, moi je présume, je suis certaine. Je pense bien. Et qu'est-ce qui rend le club de natation pour lequel vous nagez tellement spécial à vos yeux? Ben moi, je trouve que c'est vraiment une grosse famille. On n'est pas nécessairement un gros club, mais tout le monde s'aime, on parle à tout le monde, puis c'est vraiment un beau groupe. Moi, j'aime ça. L'esprit d'équipe. Ouais. Puis je me demandais, dans notre société maintenant où on est axé vraiment sur la perfection, est-ce qu'il y a eu un moment dans votre jeune carrière sportive où vous avez eu envie de tout abandonner? Moi, je dirais que oui, là. Oui? Oui. Il y a des moments plus difficiles, comme dans tous les sports, je pense, où il y a des périodes difficiles, tu as envie d'abandonner, mais tu te reprends puis tu te remets à t'entraîner plus fort. Puis qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis pour te pousser à poursuivre? Tu te dis, ben moi, je me dis souvent, t'as pas fait tout ça pour rien. T'as pas travaillé tant d'années pour rien. Ouais. Ça a bien raison, c'est vrai. Et puis, tu retournes aux Jeux du Québec pour la dernière fois cet été, puisque maintenant, tu es rendu à 15 ans, et 15 ans, c'est l'âge maximal qu'on peut participer. Quel accomplissement tu aimerais vraiment réaliser cette année aux Jeux du Québec? J'aimerais bien rentrer en finale aux Jeux du Québec pour... puis peut-être même gagner des médailles, je pense. Je vais être le plus vieux, donc j'ai sûrement des chances. Et puis, j'aimerais savoir, Sarah-Jeanne, toi, quel serait ton plus grand rêve au niveau sportif? Mais c'est sûr, toute nageuse rêve d'aller aux Jeux olympiques. J'aimerais ça aller aux Jeux olympiques, mais pour ça, il faut travailler fort. Tu travailles déjà assez fort, vous, avec tous vos entraînements et tout ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes débutants dans le sport de la natation? Je pense que premièrement, on doit aimer ça, le sport, aimer notre sport qu'on fait, nager. Puis c'est avec ça que ça commence. Et puis... Il faut aimer être dans l'eau, puis aimer la persévérance et le dépassement de soi. Donc, être dans l'eau, c'est primordial. Il faut aimer l'eau. Il faut aimer l'eau. Faut aimer l'eau. Et en terminant, je veux savoir quel serait votre rituel d'avant-match, j'allais dire compétition. Qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, moi, avant une compétition, je mange toujours des pâtes la plupart du temps pour être en forme. Puis avant de course, j'écoute ma musique, puis je me mets dans l'ambiance, puis je me réchauffe. Moi, c'est pas mal ça mon rituel. Et puis pour toi? Moi, j'en ai pas vraiment, mais je me tire avant ma course, je m'échauffe, puis quelquefois, je visualise dans l'eau pour voir mes techniques, puis ma course.
Puis peut-être qu'éventuellement, tu vas te mettre à manger des pâtes comme Guillaume. Ouais. Mais c'est déjà tout pour cette entrevue. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour être venu. De rien. Mais merci. 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 Moi, je danse la samba. Balabamba. Je crois, Sarah, que ça va être des futurs Olympiens. J'ai un feeling. Ben, t'as un bon feeling, Younes, parce que tout est possible dans ce milieu-là. Absolument. On leur souhaite. On leur souhaite, bien sûr. Et quand on dit théâtre, quand on dit comédie, on dit aussi, Catherine, de quoi s'agit-il? Très bon. Et j'ai rencontré Serge Dunaïevski, un passionné de théâtre, un créateur d'un ensemble théâtral qui présentera sa première pièce cet été à Laval. Alors, le voici accompagné du comédien principal de sa pièce La Brune que voilà, M. Robert Loisel. J'ai avec moi le fondateur et metteur en scène de l'ensemble théâtral La Comédia, M. Serge Dunaïevski, je l'ai bien eu, ainsi que M. Robert Loisel, comédien principal de la pièce La Brune que voilà. Bienvenue en studio. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu ce qu'est l'ensemble théâtral La Comédia. Alors, cette troupe, elle a été fondée il y a à peu près 1 an déjà. Oui. Moi, je suis un nouveau Lavallois, je tiens à le préciser, ça fait à peine 3 ans que je suis là. J'ai fait le tour de ce qui se passe au niveau théâtre. Oui. Parce que moi, je suis un gars, je suis passionné par le théâtre. Oh là là, oui, depuis que je suis tout petit, mais ça, on ne va pas en parler parce que sinon, ça nous prendrait 1 heure, 1 heure et demie, peut-être même plus. Et j'ai été merveilleusement ébloui. À chaque fois que j'allais voir un spectacle, j'en ai vu beaucoup, les salles étaient pleines, ou presque pleines. Donc, et j'ai découvert que les gens à Laval aiment le théâtre, que ce soit du Cocteau, ou des comédies ou des drames policiers, n'importe quelle salle. Il y a beaucoup de gens. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et bon, j'ai eu toutes sortes de réflexions. J'ai décidé, qu'est-ce que je fais? J'adore le théâtre parce que je suis comédien de profession. Est-ce que j'offre mes services à quelqu'un comme acteur? Ou je fonce et je pars ma propre compagnie parce que moi, personnellement, j'adore la comédie. Oui. Et je me suis dit, OK, allons-y, fonçons, on va voir ce qui se passe. Si on se casse la figure, bon, ça serait triste, mais c'est pas la fin du monde. Mais si, par contre, on réussit notre coup, eh bien, ça serait youpi. On va continuer avec d'autres comédies. Parfait. Alors, c'est votre passion pour le théâtre qui vous a motivé à mettre sur pied l'ensemble théâtral? Ah oui. Oui. Et quel est le but de la Comédia? Puis, ce qui me fait penser à la Commedia dell'arte, qui est un type de théâtre. Oui, alors la Commedia, alors évidemment, j'ai pris ce nom italianisant parce que, pour pas qu'il y ait une ambiguïté, notre groupe, on veut faire de la comédie. Parce que les gens, ils aiment rire. Vous savez, nous sommes tous tellement sollicités. Il y a le cinéma, il y a la télévision, toutes sortes de radios, il y a de ces sites, mais l'expérience théâtrale, c'est quelque chose de formidable. Vous avez ce côté immédiat entre le public et les acteurs, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire ailleurs. À la télévision, c'est la plupart du temps, c'est presque tout le temps enregistré d'avance. Bon, c'est sûr que ça permet de peaufiner, de recommencer des choses. Si c'est pas bon, un peu. Au cinéma, c'est la même chose, mais lorsque c'est fait, c'est fait. Pour l'éternité, si on veut changer les choses, il faut refaire le film ou il faut refaire l'émission de télé. Au théâtre, ce que moi j'aime beaucoup, Robert, tu me corrigeras s'il y a lieu, c'est que la même pièce, premièrement, la même pièce avec le même metteur en scène, elle est jouée différemment chaque soir. Interprétée différemment. Oui, et vous savez, ce qui motive beaucoup, c'est le phénomène, c'est la réaction du public. Les acteurs ne jouent pas de la même façon. Et ça, c'est un phénomène que j'ai constaté souvent, et je trouve ça formidable. C'est tellement excitant, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors donc, ce côté le rapport avec le public me touche et me plaît énormément. Oui. Et comme première pièce, vous avez décidé d'interpréter La Brune que voilà, dont Robert est le comédien principal. Pourquoi avoir choisi cette pièce exactement? J'en avais plusieurs. J'ai passé un temps fou à lire des pièces, laissez-moi vous dire. C'est une pièce de Robert Lamoureux. Robert Lamoureux est plus tellement connu malheureusement, mais c'était un grand fantaisiste, humoriste, un homme de théâtre et de cinéma aussi. Et c'est lui qui a écrit la pièce à la fin des années 50. C'est une pièce qui a eu un énorme succès. Et Robert Lamoureux jouait dans la plupart des pièces qu'il a écrites, il jouait le rôle principal. Et elle a été reprise
dans les années 80 par le grand fantaisiste Michel Leb, qui a repris le rôle principal joué par Robert ce soir, avec un nouveau titre, Le Tombeur. Mais c'est exactement la même pièce. Alors pourquoi La brune que voilà? Tu nous De quoi parle La brune que voilà? Ma belle épouse, toute blonde, est partie. Elle m'a quitté avec un client. Alors, traumatisée, je n'ai plus de... Comment dire, hein, je vous regarde là, c'est ça. Que le regard tourné vers les brunes, en réaction au fait qu'elle était blonde. Alors, je collectionne, d'une certaine façon, les brunes. Oui. Et parlez-nous un peu de votre personnage. Il est comique, parce que c'est quand même une pièce comique. Oui, ben c'est un personnage, il est quand même sérieux parce que je suis quand même vendeur de voitures. Alors, je ne blague pas avec les clients. Je ne blague pas tellement non plus avec les demoiselles, mais bon, évidemment, je dois les faire rire. Hein. Les séduire un peu. Les séduire, et je crois que dans cette séduction, il y a beaucoup de cette connivence qui s'installe par le rire entre, que partagent l'homme et la femme. Alors, du coup, et puis, évidemment, bon, intervient le mari de l'une d'entre elles, et c'est là que ça devient un peu plus drôle. Ça se complique un peu. Ça se complique, et Germain, du coup, il devient imprévisible, hein, il ne se reconnaît pas lui-même, ses réactions. Qu'est-ce qu'il fait, le mari? Le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'une menace de mort, tout simplement. Il va me coller 2 balles dans le corps si je ne romps pas avec sa femme et si je ne la lui rends pas pour le dîner, c'est-à-dire le jour même. Mais comme j'ai 4 femmes... en même temps? Alors, laquelle? On ne sait pas le nom, c'est le mari de qui? Parce qu'évidemment, puisqu'il est le mari de ma maîtresse, je devrais évidemment connaître son nom. Mais de laquelle? Oh non. Il ne donne pas son nom. Le mari ne donne pas son nom parce qu'il est persuadé, excuse-moi, il est persuadé que M. Germain n'a qu'une seule maîtresse, c'est normal. Alors il dit, vous allez quitter, ou je sais que vous êtes l'amant de ma femme, il ne sait pas qu'il y en a 3 autres. Pouvez-vous me la décrire un peu? Laquelle? Elle a des yeux pétillants, elle a une belle chevelure quand même longue, comme ça. Un peu comme... Et elle est un peu ingénue. Il y en a une qui est beaucoup plus, je dirais, émancipée, beaucoup plus affirmée. Une autre est plus effacée, mais elle a quand même tout son charme. Alors, elles ont toutes comme ça une personnalité. Et puis, il y en a une qui, elle, étant mannequin, alors, elle est un peu plus... Elle paraît bien. Paraît bien. Son langage, on voit qu'elle est un peu plus indépendante, plus affairée, disons. Alors, comme ça, Oui. Si tu me permets, une chose importante qu'il faut savoir. Donc, il est menacé de mort par le mari qui dit « Si vous ne rompez pas avec ma femme, aujourd'hui même, je reviens, je vous tue ». Donc ça le met dans un petit il y a un problème. Mais sur les 4 maîtresses, il faut ajouter une chose, c'est que les 4 sont très jalouses. Elles ne savent pas qu'il y en a 3 autres dans la vie de Germain. Et il y en a une des 4 qui est sicilienne de par sa mère et qui dit à Germain, elles sont toutes mariées au fait. Mais nonobstant ça, elle dit, Germain, si jamais j'apprends que tu as une autre maîtresse, moi je te tue. Aussi. Alors, imaginez-vous la situation pour lui. Il est sur des œufs pendant toute la pièce. À qui je dois dire non sans éveiller les soupçons? Et il faut qu'il sauve sa vie. Enfin, c'est ça la pièce. Elle est vraiment très drôle. Et vous tenez également une belle distribution. Qui d'autre avez-vous dans la pièce comme comédien? On en a 10. 10? C'est la plupart, ce sont des amateurs que j'ai... Enfin, là, on n'aura pas le temps. Que j'ai choisi... Vous pouvez travailler avec des professionnels, il y a beaucoup d'avantages parce que les choses vont plus vite, mais l'avantage que je trouve de travailler avec des gens qui ne sont pas professionnels, je vais chercher le feu qu'ils ont, cette passion qu'ils ont. Parce que je leur demande à tous, pourquoi vous voulez faire ça? Ils ont toutes sortes de raisons, mais ils ont ce feu sacré. Et moi, personnellement, en tant que metteur en scène, j'aime bien jouer avec ça. Oui. Parce qu'ils ont quelque chose de nouveau, de frais, que peut-être un acteur professionnel n'aurait pas. Qui est déjà plus habitué. Bon, enfin, c'est un point de vue très personnel. Et où peut-on aller voir cette pièce, La brune que voilà? Théâtre La Grangerie,
Les dates? Les dates, alors nous jouerons le mois prochain, le 6, le 7, le 8, le juillet. 13, 14, 15. Alors vendredi, samedi, c'est à 7h30 le soir, dimanche, c'est à 2h, et la même chose la fin de semaine d'après. Le 13, 14, le 15, le 15 c'est un dimanche, donc 2h l'après-midi. Y avez-vous des projets futurs pour la comédie? Que oui. Alors, vu que ça, c'est notre première pièce, alors évidemment, selon les résultats qu'on va avoir, si ça marche relativement bien, on en aura d'autres. Beaucoup d'autres. Ah, nous espérons. Nous espérons. Alors, pour obtenir plus d'informations, de renseignements pour la pièce, c'est où qu'on peut se référer? Alors, 2 endroits. Il y a un téléphone où on peut prendre l'information, réserver des billets je vous le donne? Oui. Ah bon? 450-934-4134. Ou nous avons un site Internet officiel. Souvent plus facile et rapide. Théâtre La Comédia, en un mot. Avec un seul M pour la comédia, théâtrelacomédia.org. Okay. Alors, merci beaucoup à vous deux d'être venus à l'émission et j'ai hâte de voir votre pièce de théâtre. Merci, Catherine. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Sam, tu as eu la chance de rencontrer un certain Michael Lucie. Oui, mais question pour toi. Est-ce que tu aimes bouger, tu danses la salsa? Ah oui, j'adore. Je danse la salsa. C'est tout ce que tu veux. Oh, il y a eu un feu. Rendez-vous pour toi et rendez-vous pour tous les gens à la maison. Michael Lucie fait partie du groupe Viva Nova. Et c'est un groupe qui mélange jazz, musique brésilienne et ils vont se donner tous les jeudis au Parc olympique. C'est une musique qui vous fait bouger énormément. Alors, pour ceux qui veulent des cours, Younes en offre tous les jeudis. Quand l'été arrive, on aime ça, bien sûr, bouger. Et bientôt, dans le Parc olympique, on pourra bouger avec Viva Nova. Et en studio avec moi, Michael Lucie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bien, parle-moi un peu de cette formation-là qui mélange si bien la musique jazz et brésilienne que je n'avais pas encore entendue. Donc, Viva Nova, c'est un groupe que j'ai formé avec la chanteuse Patty Payne en 2004. Et puis, en 2006, on a ajouté 3 à 4 autres musiciens dans notre groupe. On joue en trio, en quintette et en sextuor, dépendamment des contextes. Donc, on a un show acoustique, un show en quintette qui est un mélange de jazz et de musique brésilienne qu'on présente dans les salles de concert, entre autres à la Place des Arts. Et puis, on a un show en sextuor qui est très, très, très festif, où on joue principalement de la musique brésilienne pour faire danser les gens. Entre autres, justement, on va jouer au Parc olympique tout l'été avec cette formation-là. Est-ce que c'est un gros défi de mélanger, agencer la musique jazz et brésilienne? Parce que, à première idée, moi, qui n'est pas un grand connaisseur de musique jazz, je vais l'avouer, on parle de jazz, on parle d'une musique peut-être un peu plus lente. Et là, brésilienne, une musique qui est festive et qui bouge, c'est-tu un gros défi? Je dirais non, parce que ça s'est déjà fait énormément. Merci. Ça s'est fait beaucoup, cette fusion-là, à partir principalement des années 50 avec la bossa nova, qui est une musique très relaxe, qui concordait avec le cool jazz d'un courant de musique jazz qui était vraiment plus relax, plus lent. Mais dans le jazz, il y a beaucoup de musique qui est très, très festive et rapide également. Et puis, à partir de ce mouvement-là, il y a eu de plus en plus de fusions qui se sont faites entre le jazz et la musique brésilienne, pas juste dans la bossa nova, mais en samba également et dans d'autres styles de musique. Parle-moi un peu des influences de votre band particulièrement. Une immense influence, évidemment, c'est Tom Jobim, le plus grand compositeur de bossa nova, sûrement un des plus grands compositeurs de musique brésilienne. João Gilberto, qui est un des plus importants interprètes de bossa nova, un guitariste et un chanteur. Donc, pour moi, une énorme influence parce que moi, je suis guitariste et chanteur principalement. Et puis Marisa Monti, Chico Buarque, Miles Davis et plein d'autres. Est-ce que c'est une musique qui est facile à faire innover, à évoluer? À faire évoluer dans le sens de la modifier. Oui, la modifier, trouver des nouveaux sons et venir intégrer ça. Absolument, parce que c'est comme le jazz ou la musique brésilienne jazzée, si on veut, mais même la musique brésilienne plus traditionnelle, c'est une musique très improvisée. C'est toujours, il y a toujours beaucoup de place pour changer les arrangements, pour que les musiciens aient de la liberté. C'est pas
une musique où tout est écrit et tout le monde joue la même chose, les mêmes rythmes à chaque fois. Vous utilisez énormément d'instruments quand vous êtes sur scène dans des événements festifs. Oui, jusqu'à 30 instruments. 30 instruments, combien en joues-tu particulièrement, personnellement? Peut-être une dizaine. Ah ouais? Oui, on est tous multi-instrumentistes dans le groupe. C'est quelque chose qui était là à la base quand j'ai formé le groupe en duo avec Patty Payne. Okay. Les deux, on est multi-instrumentistes et quand on a ajouté d'autres musiciens, c'était comme une condition, si on veut, de poursuivre ça et que les musiciens qui sont avec nous soit l'étaient déjà multi-instrumentistes ou qui soient appelés à apprendre des nouveaux instruments. Donc, il y en a plein dans le groupe qui ont appris à jouer plein de nouveaux instruments à travers les années. Est-ce que les instruments électroniques viennent jouer souvent dans ce type de musique? Est-ce que ça vient avoir un rôle aussi ou c'est majoritairement les bandes qui font ce type de musique-là vont être plus instrumentales? De nos jours, il y a eu plein de fusions avec la musique électronique et même avant avec des sons qui sonnaient plus trafiqués, si on veut. Mais dans notre cas, nous, ça reste vraiment, vraiment acoustique, ce qu'on fait. Très rarement, dans les choses jazz, je vais des fois avoir des petits effets sur ma guitare électrique, mais en général, ça va être un son très clean et je vais aussi souvent jouer de la guitare classique qui se porte mieux à la musique brésilienne. Alors moi qui connais pas énormément ce type de musique-là, j'ai écouté vos musiques, c'est très très bon. Je savais pas à quoi m'attendre exactement en écoutant ce type de musique. Si j'arrive à un spectacle et vous êtes complètement instrumental, ou comparativement à un band qui a des instruments un peu plus électroniques, est-ce qu'on voit une certaine différence dans ce type de musique? Oui, définitivement. On voit sur scène, le setup va être différent. Il n'y aura pas de machine électronique. Oui, c'est ça, ça que j'allais dire justement. Ce qu'on entend, oui, c'est très, très, très différent. Le son que ça donne d'une musique à l'autre, parce que c'est tellement varié. Déjà, la musique brésilienne à la base, il y a des dizaines et des dizaines de styles de musique. Nous, on se tient pas mal dans la samba et la bossa nova principalement. Mais ensuite, il y a eu tellement de fusions, comme j'ai dit, avec la musique électronique et plein d'autres genres de musique. Donc oui, ça s'entend définitivement. Et puis, l'interaction entre les musiciens, la façon de jouer, la manière d'amplifier et de faire le son d'un groupe qui joue acoustique, c'est très, très différent d'un groupe qui intègre des aspects électroniques. Et quels sont les projets à court terme, long terme pour Viva Nova? Des tournées, un nouvel album? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a pas mal de choses qui se passent. On est sur le point d'enregistrer un nouvel album à l'automne. Okay. Donc, on a plein de matériel qui est prêt pour ça et qu'on est en train de roder en vue de l'enregistrement. Okay. Et puis, on va avoir pas mal de festivals cet été à travers le Canada. Entre autres, on va être à Québec au festival Jazz, etc. de Lévis, le 11 août. Ouais. Et puis voilà, on a un spectacle, le prochain spectacle à Montréal en quintette, en salle, ça va être à la Place des Arts le 24 novembre. Et vous avez réservé principalement le Parc olympique, l'esplanade financière Sun Life, que vous allez donner des spectacles assez mouvementés les jeudis. Exactement. Dont les gens pourront aller danser à l'extérieur. Oui, donc là, c'est notre show en sextuor, notre show festif, où on a souvent des danseuses de samba, des danseurs invités. Puis là, c'est vraiment axé plus musique brésilienne, samba pour danser principalement, en portugais. Donc, c'est vraiment nos compositions et des arrangements également. Et puis, tandis que dans d'autres contextes, on va intégrer du jazz également là-dedans. Et on va chanter en portugais, mais aussi en anglais, en français, en espagnol. Tu vois, j'avais une question par la suite qui s'en venait à savoir si c'est vraiment un arme de séduction, ce type de musique, ces mouvements-là, mais à avoir vu quand tu es arrivé en studio, les filles, les chroniqueuses, eh bien, ils se sont lancés sur toi, des questions, et ainsi de suite. J'existais même plus. Younes, non plus, n'existait même plus. Fait que, écoutez, on va vous suivre. Les gens qui vont avoir plus d'informations sur Viva Nova, bien sûr, le www.vivanova.ca. On peut vous suivre sur votre MySpace, votre Facebook, votre Twitter, qu'on va tout afficher au bas de l'écran. Je te remercie beaucoup d'être passé en studio, puis je vais essayer de venir bouger les jeudis. Super. Donc, j'invite tous les gens à venir faire la fête à la brésilienne au Parc olympique cet été, à partir de ce jeudi jusqu'à la fin septembre. Il va y avoir des ateliers de capoeira, des ateliers, des présentations de danse. À chaque semaine, il va y avoir une autre école de danse invitée. Et puis, Viva Nova va jouer à 8h jusqu'à 9h30. Ensuite, il va y avoir un DJ pour continuer à danser jusqu'à 11h. Merci beaucoup d'être passé en studio. Merci beaucoup, Sam.
Sarah, tu es allée faire de la natation et tu ne m'as même pas appelé. Non, Younes, écoute, je t'explique pourquoi. C'est que j'avais seulement un maillot de bain et c'était le maillot de ma mère. Alors, oui, j'ai enfilé son maillot et je suis allée au Collège Laval pour nager. On regarde ce que ça donne. Aujourd'hui, je me trouve au Collège Laval en compagnie de Sarah-Jeanne et Guillaume qui vont m'initier à la natation. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir par quoi est-ce que je dois commencer pour apprendre à nager? La première chose, ça serait de pouvoir se déplacer dans l'eau. Puis... Premièrement, je dirais le crawl, c'est le style le plus basique à apprendre, puis c'est la première chose à apprendre, là, vraiment. Parfait, donc je vais aller m'essayer dans l'eau. Oui. Donc, Sarah-Jeanne lui explique comment nager le crawl et ils vont commencer par une longueur. Donc là, Sarah-Jeanne vient de faire un exemple d'un virage avec une torpille. Donc là, elle vient de faire une longueur qui est bien. Le virage serait à retravailler, mais c'était bien. Comme je viens de voir, ton style de nage était très bon, mais le virage était à travailler, donc on va aller travailler. OK, on va aller travailler mon virage. Pour commencer, pour le virage, pour pouvoir faire la pirouette, le virage, il faudrait souffler l'eau avec le nez, pour pas que l'eau rentre dans le nez, sinon on n'est pas capable de le faire. C'est la première chose pour pouvoir tourner. Puis après, c'est juste les éléments techniques qu'on apprend. OK, donc est-ce que tu voudrais me montrer un exemple? Peut-être commencer par un virage sans mur. Un virage pas de mur? Oui, juste une pirouette normale, quand on gêne. OK, Guillaume m'a prêté ses lunettes. Je vais m'essayer. On ne peut pas dans l'eau? En avant. Exact. C'est exactement ça. L'eau rentre. Il y a le mot. Ensuite, ce serait d'apprendre à faire la torpille. Ouais. Quand on pousse du virage, c'est important d'être bien en position solide, les bras en arrière de la tête, avec les mains bien Peux-tu venir me le montrer? Oui. En sortant du virage, il est important de faire une belle position de torpille solide. Ainsi. Je vais faire un exemple. Ouais, et tu tiens tes mains avec ton pouce, c'est ça bien sûr. Ouais. Fait que quand on tourne, après on pousse sur le ventre, avec le... OK. Je sais la torpille.
plonge, d'arquer le dos pour vraiment pas aller par le creux et rester en surface. Et mettre la torpille ensuite. OK. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Moi, je vais y aller comme ça. Les jambes en avant. Là, décalage. Je vais y aller à 3. Prometheus. Ah, t'es Prometheus. 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 Garde la langue. Prometheus. Pas Chews, ça. comme chew. Prometheus. 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 Non! On le mettra pas au montage. Prometheus. Ah, il faut pas que je dise ça, là, il va faire comme la dernière fois. Ouais, on va faire comme genre. Sam, de quoi qu'on parle? De la belle visite cette semaine, Sam, on a reçu Nicolas Vincent Poirier. Et oui, de notre chronique film, Nico était de passage en studio pour nous parler un peu des origines des films Aliens. Et le film qui est sorti en cinéma, c'était Prometheus. Et ça nous explique un peu les origines et d'où vient toute cette série de films. Voilà ce que ça donne. Amateurs de films de science-fiction, vous allez être comblés aujourd'hui puisque celui que nous avons en studio s'appelle Nicolas Vincent Poirier. Mais dans un rôle de film, justement, de science-fiction, il s'appellerait Nico. Nico. Aujourd'hui, on parle des débuts ou l'explication des films Alien avec le film Prometheus. Exactement, Sam. Ça, c'est un projet qui a commencé en 2002. Ridley Scott, celui qui a réalisé le premier Alien en 1979, a décidé d'écrire une autre version d'Alien avec celui qui a réalisé le deuxième en 86, James Cameron, pour trouver une espèce d'explication. D'où est-ce qu'ils viennent, ces bébites-là? Trouver toutes sortes d'explications à des mystères que les films n'ont pas encore résolus. Et le film a tombé à l'eau, l'idée de ce film-là a tombé à l'eau en 2004 quand 20th Century Fox a dit, garde, on fait Alien contre Predator, ça va marcher plus. Donc, ils ont laissé tomber le projet. James Cameron s'est juste retiré de tout ça. Lui pensait que la franchise allait être complètement scrap après ça. Et finalement, l'idée est repartie en 2009 quand Ridley Scott s'est vraiment assis puis OK, je fais l'histoire de comment tout ça a commencé. Et le tournage a commencé en 2011. Et ce qui est spécial avec ça, c'est qu'au tout début, Ridley Scott, lui, il voulait 250 millions de dollars pour faire le film. Il voulait que ce soit un gros film sombre pour adultes à cause du sang, de la violence, puis tout ce qui vient avec. Les studios ont dit non, calme-toi. On te donne 130 millions, puis il faut que tu descendes l'âge pour que le public cible soit des gens de 13 ans et plus. Parce qu'évidemment, à 16 ans et plus ou à 18 ans et plus, tu coupes la famille. Donc, il y a moins de chances que les gens aient voir ça. Ils vont aller voir des films pour toute la famille comme Spider-Man. 13 ans et plus, t'es correct. Fait que 100 millions, c'est de 13 ans à 16 ans, si on peut dire. Ah, pas nécessairement, ça dépend. Mais en général, les studios font bien attention. Ils ne veulent pas investir trop d'argent dans un film qui s'adresse à un public de 16 ans et plus, disons. Bon, on n'en est pas à la première formule dans un film de science-fiction de la sorte. Comme tu disais, depuis 69, 79... 79 que Alien a commencé. Mais celui-là est très, très, très différent. Ça explique l'origine de tout ça. Donc, est-ce qu'on voit vraiment la bébite dans le film? Je le dis pas, mais c'est pas axé là-dessus. C'est l'histoire d'un groupe de scientifiques qui s'en vont sur une planète assez éloignée pour découvrir l'origine de l'humanité parce qu'ils pensent qu'il y aurait des explications sur la création de la vie sur Terre. Et évidemment, ils vont découvrir ça. Ils vont découvrir aussi d'autres choses qui vont faire qu'on va comprendre l'origine de la bébite. Et le film, est réalisé par Ridley Scott et il met en vedette Noomi Rapace qui a joué dans le film Millennium, très bonne dans son rôle. Il y a Michael Fassbender qui joue le rôle de David. C'est un robot qui a l'air d'un humain. Et ce qui est assez drôle, c'est que lui, pour s'inspirer, parce qu'il y a une démarche assez spéciale, c'est un robot, donc il marche un peu drôle. Ce qui s'est inspiré, lui, c'est les nageurs olympiques.
Il a regardé leur démarche. Et d'un autre côté, Guy Pearce, qui joue le rôle de celui qui finance cette grosse expédition-là, lui, dans le film, il a peut-être 95, 100 ans, et peut-être même plus. On voit qu'il est extrêmement vieux. Et lui, pour un peu créer son personnage, contrairement à Michael Fassbender, lui, il se promenait dans la rue puis il regardait les personnes âgées, leur démarche. ce qui est assez différent de Michael Fassbender. Et à partir de là, il a créé un peu plus son personnage. Comme je disais, la formule se répète et se répète. C'est quoi les plus grands défis pour ces types de films? Comment on fait pour innover? Bien, ce qui se passe, tu vois, dans ce film-là a eu le même problème, en quelque sorte, que le film Star Wars, La menace fantôme, en 99. Ouais. C'est un film qui se passe avant les tout premiers. Mais ce qui se passe, c'est que c'est fait récemment, donc la technologie est là pour faire des effets spéciaux incroyables. Mais vu que ça se passe avant, dans le temps, on peut pas arriver à faire des trucs technologiques incroyables parce qu'on scraperait un peu... C'était comme des barrières dans les roues, là, un peu. C'est ça. C'est un peu des barrières, mais je pense qu'ils ont réussi à très bien s'en sortir avec ça. Et une autre affaire de spécial, c'est que maintenant, avec Internet, quelqu'un a le scénario, c'est très facile, envoyer ça sur le web et que tout le monde peut mettre la main dessus. Donc, ce que Ridley Scott a fait avant le tournage, les acteurs, le seul moment où ils pouvaient lire le scénario, c'était sous surveillance dans les bureaux de la maison de production de Ridley Scott. C'est assez spécial. Ça commence à être très strict. Mais tu prends le film Batman, celui qui sort au mois de juillet, c'est assez différent parce que Christopher Nolan a écrit le scénario, mais il n'a jamais donné la fin du scénario aux acteurs. Il leur a dit verbalement à la fin pour pas que quelqu'un pique une page puis mette ça sur le web. OK. Puis ton opinion sur ce film-là, tu sembles avoir apprécié, d'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Moi, j'ai bien apprécié ce film-là. J'ai pas trippé tant que ça sur les aliens, mais celui-là, je l'ai bien apprécié. On répond à beaucoup de questions dans ce film-là. On laisse aussi, il y a aussi beaucoup de questions qu'on se pose en sortant du film. Donc, est-ce qu'il va en avoir un deuxième? Je te dirais 50-50 parce que le film arrive au numéro 2 du box-office avec 51 millions en fin de semaine. Les mauvais côtés, je te dirais, il n'y en a pas vraiment. Les acteurs sont bons, le film n'est pas trop long, les effets spéciaux sont très, très bons. Je te dirais peut-être... Il manque un petit peu, il devrait mettre un petit peu d'informations parce que de la manière que la campagne de pub a été faite, on s'attendrait à énormément. Même que pour la campagne de pub, ce qui est arrivé, c'est que sur le web, ils ont fait des fausses publicités, entre autres pour David, le robot. Il y a Verizon qui s'est joint à ça, puis c'est sur le web, c'est disponible, une fausse pub du robot David qu'on peut acheter dans ce film-là. Fait qu'on innove autant au côté promotionnel que côté du film pour diriger les gens dans un autre parcours. C'est quand même intelligent. Oui. C'est quand même intelligent. Ben Nico, merci beaucoup d'être passé encore une fois en studio. Et on se redonne un rendez-vous très prochainement avec Nico. On va voir dans quel rôle on va le mettre et on va critiquer ça. Merci. Catherine, au menu du Télébingo. Oui, du Télébingo. Pour tous les mordus, en fait, du Télébingo, j'ai rencontré Dominique Cobello, qui est le producteur, concepteur, réalisateur. Bref, il fait presque tout pour le Télébingo. Avec moi en studio, le responsable de sa propre émission, le Télébingo à TVRL, M. Dominique Cobello. Bienvenue en studio. Bonjour. Vous êtes très familier avec le studio TVRL, évidemment. Absolument, qui mesure 30 pieds par 30 pieds. OK, merci pour ces détails. Mais plus sérieusement, vous êtes le producteur, concepteur et réalisateur du Télébingo. Comment en êtes-vous venu à produire ce Télébingo? Bien, il faut que je vous le dise, j'ai des associés là-dedans. Là. C'est la Fondation du Club Rotary de Laval, qui est l'organisation, naturellement, à qui les profits sont transmis. Et puis, la Fondation du Club Rotary de Laval remet ses profits à la fin de l'année à certains organismes de Laval. Ceci étant dit, moi, j'en suis venu à produire une émission ici, il y a 3 ans. J'en ai fait 150 en direct. Soit le samedi. C'est vrai, c'est bel et bien en direct. En direct, okay. 9h30 à 11h. Et la première année, on fait ça le samedi. Et la deuxième année et la troisième année, qui est cette année, c'est le dimanche de 9h30 à 11h. Alors, oui, comment j'en suis venu, c'est que j'ai eu un contrat avec une compagnie qui fabrique des accessoires de bingo, soit des cartes et ainsi de suite, ici à Montréal. Et puis, le but, c'était de monter leurs produits, de vendre leurs produits en principe. Et puis, je me suis intéressé au Télébingo parce que j'ai eu beaucoup de clients à travers la province de Québec qui naturellement diffusaient des bingos à la télévision. Ça, je ne le savais bien pas. Alors, j'ai appris ça pendant 1 an ou 2 ans et puis je me suis intéressé aux produits parce que dans la région de Montréal, il n'y en avait pas. Il y avait
une émission de radio sur la Rive-Sud à Longueuil. Et il y a eu un intérêt par une émission de télévision, exactement comme Vox ici, mais sur la Rive-Sud, du côté de Longueuil aussi. Oui. Alors, j'ai tout monté son produit, puis sa mise en marché. J'ai trouvé son boulier, son meneur de jeu et tout ça sur la Rive-Sud, et je me suis intéressé à ça. Alors, j'ai regardé le marché qu'il y avait ici dans la Rive-Nord, et il n'y avait absolument aucun télé-bingo, à part de quelques-uns, là, un peu plus au nord de la région. Mais dans le 450, il n'y en avait pas. Okay. Alors, c'est là que je me suis intéressé. J'ai dit peut-être que je pourrais en faire un ici, à Laval. Et ça a bien tombé. La première année, il y a 3 ans, enfin, il y a 4 ans, quand j'ai approché les gens de TVRL, ils ont bien accepté d'avoir un bingo avec des conditions spécifiques, en ondes, avec les conditions de la Régie des loteries. Et quel est votre objectif pour ce télé-bingo? L'objectif, c'est de vendre le plus de cartes possible et puis de diffuser nécessairement une émission pour se recréer. Les gens sont là tous les dimanches matins avec nous. Le premier but, c'est de jouer et avoir du plaisir. Et puis de socialiser avec eux et naturellement de gagner des prix. Ils sont là pour ça. Et d'ailleurs, c'est la seule loterie qui va pouvoir vous mettre... Là, je bafouille un peu parce que c'est extraordinaire, ce jeu-là. Et puis, ces gens-là jouent pendant 1h30. Ils peuvent jouer seuls, ils peuvent jouer avec des amis, ils peuvent jouer même au téléphone. Il y en a qui jouent au téléphone. Mais personne ne peut savoir s'ils jouent vraiment parce qu'ils sont... chez soi. On ne les voit pas. On les voit pas. La seule façon qu'on les voit, c'est quand on fait la perception des cartes le lundi et le mardi. Okay. Et puis nous, on le sait comment est-ce qu'il y en avait. Et puis c'est toujours la même chose. On a une bonne clientèle. On a un beau bassin de joueurs ici à Laval. Et comme vous le savez, TVRL est diffusé seulement sur l'île de Laval, le territoire de Laval. Ouais. Alors, on ne peut pas sortir d'ici. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent de l'extérieur, qui ont entendu parler de nous. Et on doit leur dire que malheureusement, on ne peut pas aller là. Il faut être résident à Laval. Il faut être résident. Mais il y en a qui jouent avec nous. Je sais qu'il y en a du Mont-Tremblant, il y en a qui sont à Mascouche. Ils appellent une relation ici à Laval. Et puis, pendant le jeu, bien, ils ouvrent le téléphone. Puis, ils mettent le téléphone à côté de la télévision. Alors, vous avez des gens de l'extérieur qui jouent avec nous. Qui devient un petit peu de la radio. Donc, c'est populaire, le télé-bingo, finalement. Absolument. Ah, oui, c'est un jeu qui est assez populaire, mais complexe parfois. Tu sais, c'est une loterie. Alors, c'est très précis. Il y a des règlements qu'il faut suivre, puis, bon, enfin, c'est des règlements normaux. Et vous avez distribué combien d'argent depuis 3 ans? Parce que on est rendu pas loin de 600 000 $. Wow! Ouais, c'est énorme. Et à chaque émission, combien pouvez-vous environ à chaque émission, quand on parle de les émissions régulières, là, de la première semaine à la 3e semaine, on donne 3 300 $ en lot régulier, plus un cumulatif que j'ai ajouté depuis 1 an et demi, qui va très, très bien. Et le cumulatif, naturellement, lui, on peut gagner de 1 000 à 2 500 $. Maintenant, quand il y a des mois de 5 semaines, la 5e semaine devient, pour le cumulatif, 3 000 $ si ça n'a pas été gagné dans les autres semaines. Le cumulatif, c'est ça ici, cette petite carte-là. Cette petite carte. OK. Alors, c'est ça. Et puis, on joue sur 3 cartes, indépendamment de la carte régulière. OK. OK? Pour qu'on voit à l'écran. Ouais. OK. Alors, la carte régulière, elle coûte 8,50 dans les semaines normales. Mais à la fin du mois, elle coûte 10 $. Mais 10 $, ça vous donne 5 000 $ de possibilités en lot, ce qui vous dit 3 000. Mais au mois de juillet, on fait un changement. Au mois de juillet, on va être là, naturellement, nous, le 24 de juin. Hein? On va être là aussi le 1er juillet. Et on est là tout l'été, jusqu'à l'automne, et puis on continue. 52 semaines par année. Mais là, j'ai changé les jeux. On a un jeu du 7, du 13, du T. Il va être un peu plus fascinant pour les gens qui jouent, là. C'est moins monotone. Des fois, on joue les mêmes jeux pendant 3-4 mois, puis on dit, on perd un petit peu d'intérêt. Fait qu'on ajoute quelques jeux, on fait des changements. Maintenant, où est-ce que c'est intéressant, c'est que la carte pleine des semaines régulières va monter de 1 900 à 2 000 $. OK? Et à la fin du mois, elle était à 3 000 et je l'ai montée à 3 500 $ pour une carte pleine. Wow, okay. C'est la carte pleine qui est le plus gros lot au Canada dans une carte pleine à la télévision et à la radio. Au Canada? Oui. C'est nous qui donnons le plus d'argent dans toute la province. À Laval? À Laval, oui. Wow. Dans toute la province de Québec. Quand on arrive à la fin du mois, là, on donne 5 000 $ pour la carte régulière et 3 000 $ pour le cumulatif, ce qui fait 8 000 $, ce qui ne se fait pas dans les bingo médias. On appelle ça des bingo médias. Okay.
Et vous devez avoir une bonne meneuse de jeu au Télébingo. Qu'est-ce que ça prend? Elle est pas pire. Et cette année, c'est Hélène Lavigne. Hélène Lavigne, qu'on va voir sur la photo. Oui. Hélène, c'est une madame qui est extraordinaire, qui ne connaissait absolument pas la télévision. Elle a eu un bon coach, bon entraîneur, naturellement. Oui. Et, mais on a travaillé ensemble parce que avant elle, naturellement, j'en ai essayé 2 ou 3 autres. Ça a été l'enfer. Ouais, c'était des gens qui n'étaient pas habitués, mais ça prend du monde qui joue déjà au bingo. Hélène, elle était meneuse de jeu à Sainte-Thérèse, pour les gens qui la connaissent. Et elle travaillait là le dimanche, et j'en ai entendu parler de Lucie ici. Elle me dit, Dominique, il faudrait que tu l'appelles, ainsi de suite. Puis j'avais pas le temps parce que, enfin, j'ai pas eu le temps. Puis à un moment donné, quand j'étais mal pris, je l'ai appelée, puis finalement, elle a accepté de venir ici. Et elle travaille exclusivement avec nous ici tous les dimanches matins. Mais elle était meneuse de jeu pour quelques années, je pense pendant 4 ans à Sainte-Thérèse. Et elle est fanatique du bingo. Elle joue entre 5 et 6 fois par semaine. Wow! Elle gagne souvent. Très passionnée. OK. OK, puis elle connaît ça. Alors, elle a beaucoup d'amis. On peut le voir à la télévision des fois quand une personne gagne. Ah, c'est Mme Janson, c'est Mme ci, Mme ça. Tu sais, elle les reconnaît. Okay. Alors, ce qui fait vraiment un lien entre les gens. Amical. Et en quoi consiste son travail exactement? Bien, écoutez, c'est sûr qu'elle doit mener le jeu. Alors, elle doit nommer les boules. Elle doit expliquer les règlements. Et puis, c'est sûr que quand quelqu'un gagne, on a une réceptionniste qui envoie le téléphone en avant. J'arrête le jeu. Pardon, elle arrête le jeu. Et elle vérifie la carte. Alors, nos cartes sont vraiment bien protégées. On a 3 numéros différents là, que j'ai créés, moi, avec des codes barres et tout ça. Et quand les gens appellent, bien, on les vérifie à partir du boulier. C'est son travail à elle de vérifier. Et puis, on prend une pause de 2 minutes et tout de suite après, bien, on revient et on déclare le jeu fermé lorsqu'on a peut-être 1 ou 2 ou 3 personnes qui ont gagné. Mais après la pause réglementaire de la régie, le jeu est terminé. On n'a plus le droit de gagner. Puis il faut absolument jouer avec nous en direct pour gagner. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent après et disent « C'est quoi vos numéros gagnants? » Ça marche plus. Il n'y en a pas. Alors, c'est pour ça que c'est ça qui est plaisant avec le Télébingo, c'est que vous avez du plaisir à jouer. Et puis, des fois, on a des gagnantes qui nous appellent, ils sont une douzaine dans la cuisine, là. Et puis, ils ont acheté peut-être une quinzaine de cartes. Et puis, quand ils gagnent, on le sait. On les entend par téléphone. Et à partir du mois de juillet, vous allez avoir un nouveau concept. Expliquez-nous brièvement, c'est quoi? Bien, le nouveau concept, c'est pas un nouveau concept, c'est des nouveaux jeux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec des nouveaux jeux, avec le numéro 7 pour le cumulatif. Le numéro 13 dans les nouveaux jeux, dans les cartes régulières, mais c'est surtout pour les nouveaux lots. Okay, au lieu de 1 900 $ pour la carte pleine, c'est 2 000 $. Et pour la fin du mois, c'est 3 500 $. Parfait. Bien, pour avoir plus d'informations sur le Télébingo, est-ce qu'on peut obtenir... Bien, on peut venir nous voir sur le bonjourbingo.com. Et puis, à partir de là, vous allez avoir toutes les informations, les photos des gagnants et puis les lots et ainsi de suite. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup. C'est l'heure des nouvelles sportives avec Sarah. Oui, c'est l'heure des nouvelles sportives. Je vous ai parlé tout à l'heure de réussite lavalloise. Alors, je débute avec la première victoire, dans le fond. La victoire des Comètes de Laval. Elles ont remporté le 10 juin dernier le match contre les Lady Lynx de Toronto par le pointage de 3-0. Donc, c'est un blanchissage. Et tout ça se déroulait au centre sportif Bois de Boulogne à Laval. Les Torontoises, on le rappelle qu'elles sont installées au premier rang de la conférence centrale de la W-League USL. Donc, une grosse victoire, finalement, de cette équipe. Oui, c'est une très belle victoire. Et selon Catherine Charon-Delage, l'une des attaquantes de l'équipe, il faisait très chaud cette journée-là, mais les filles ont relevé le défi et elles ont fait de bons jeux offensifs. Et Valérie Labbé, la gardienne de but, a obtenu son 2e jeu blanc de la saison. Alors, on la félicite. Ben oui, bien sûr. Un beau jeu blanc. Un beau jeu blanc. Oui. Une équipe très forte aussi qui a eu beaucoup de détermination. Hein. Oui, les Comètes de Laval, elles sont à suivre. La saison a débuté et les matchs vont perdre. Reste à voir le reste. Oui, exactement. Je poursuis en sport avec Excellence Laval. Le 30 mai dernier, ce sont 206 Lavallois qui étaient présents à la salle de théâtre Marcelin Champagnat au Collège Laval dans le cadre de la 47e soirée du mérite sportif. Cette soirée visait à honorer les athlètes
athlètes, les entraîneurs, ainsi que les officiels lavallois qui se sont illustrés sur la scène provinciale, nationale et internationale. Alors, il y en a beaucoup, hein? C'est quand même beaucoup d'athlètes ici à Laval. Beaucoup. Bien, c'était 206 206 athlètes, oui. Oui, qui se sont présentés. Ouais. Alors, cette soirée était organisée par le Service de la vie communautaire de la culture et des communications. Les quelques lauréats, quelques personnes qui ont remporté des prix, il y a parmi eux Frédéric Brault en trampoline qui s'est illustré avec une 22e place au championnat mondial d'Angleterre. Alors, lui, c'est international. Même, il y a Léa Thibault aussi sur la scène internationale, une patineuse de vitesse qui a terminé au 8e rang au championnat du monde en Australie. Wow. Et on poursuit avec la formation junior de patinage synchronisé Excellence qui ont remporté le bronze à la Mozart Cup en Autriche cette fois. On peut dire que ça va bien pour nos athlètes lavallois. Ça va bien pour nos athlètes lavallois. Et ces 3 personnes, dans le fond, ces 2 personnes ainsi que le groupe ont reçu la médaille d'or du mérite sportif lavallois pour avoir brillé sur la scène internationale, la scène sportive internationale. Donc, félicitations à toutes ces personnes-là. Oui, moi, je suis très fière. Leurs exploits. Oui, et on poursuit en sport. Je vous parle de Richard Trottier. Est-ce que vous connaissez Richard Trottier? Non, je ne connais pas Richard Trottier. Le frère de Bernard Trottier? Non. C'est un bel essai. Alors, je vous parle de Richard Trottier, vous allez le connaître. Il est entré au Panthéon de la renommée Sport Laval tout récemment. Il a passé sa vie comme officiel de hockey, donc sur la glace. Il a fait ses débuts à Fabreville à l'âge de 13 ans pour ensuite travailler durant 12 saisons au sein de la LHJMQ, la Ligue junior de hockey du Québec. 5 premières à titre de juge, les 5 premières parties à titre de juge de ligne, les 7 suivantes à titre d'arbitre en chef. Il a participé à 380 rencontres dans le circuit junior. Il a fait énormément de choses. Ensuite, il s'est dirigé vers la Ligue nationale pendant 13 saisons. Il a participé à 550 joutes, et dont 10 en séries éliminatoires. Et il a terminé sa carrière d'arbitre maintenant. Et il est, depuis 2010, il occupe la fonction de directeur de l'arbitrage dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ce n'est pas n'importe qui. Mais là, on le connaît, là. Maintenant, vous le connaissez. Alors, vous allez dire, oui, Richard Trottier, on le connaît. Absolument. Et ensuite, je termine, puisque je vous parlais d'officiel de hockey, je vous parle de la Coupe Stanley. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les Kings ont gagné. Alors, je vous parle de Jonathan Bernier, qui était le gardien de but remplaçant des Kings. C'est un Lavallois, originaire de Saint-Vincent-de-Paul. Je tenais à le féliciter, puisqu'il est originaire de Laval et que nous, les Lavallois sportifs, on les encourage. Ah, ben ça, je ne savais pas, ça. Donc, c'est le tour de mes nouvelles sportives. Ben, merci beaucoup, Sarah. Ben, c'est un grand plaisir. Est-ce que tu es prêt, Alain? Il ne reste plus que 2 minutes. Les Denis Drolet de passage à Laval, Sam. Oui, on avait rendez-vous à la salle André-Mathieu et les Denis Drolet nous présentaient leur spectacle Comme du monde avec Just to Buy My Love, tu sais, le danseur, Just to Buy My Love. Oui, oui, Catherine Doré a eu le plaisir de les rencontrer. Bonsoir tout le monde, je suis présentement à la salle André-Mathieu où aura lieu tantôt le spectacle Comme du monde, mettant en vedette nul autre que le duo de ceux qu'on a connus portant le brun ou encore le barbu et le non-barbu, donc les Denis Drolet. Les Denis, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir, ça va bien? Ça va très, très bien. Oui, en fait, à première vue, la première chose que je réalise, je me dis, où sont vos habits bruns? On les voit plus, c'est quand même une métamorphose. Est-ce que ce changement-là, on peut le voir à travers votre spectacle ou est-ce que vous gardez le même humour? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bien, il y a un changement léger au niveau, du costume. C'est juste plus cute, mais c'est quand même brun. Sur l'affiche, là, c'est gris. Fait que des fois, c'est un peu mêlant, mais c'est brun. Le brun est resté. Le brun est resté. Mais en plus chic un petit peu. Mais on a toujours des vraies faces de fou, fait que ça clash, puis c'est parfait. Puis c'est ce qui fait que l'humour des Denis Drolet ne change pas dans ce show-là. Il y a un filon. Ils veulent devenir comme du monde. Ils aimeraient ça se perfectionner, devenir s'intégrer dans la société. Puis ça marche pas, finalement. Ça marche pas, donc c'est un échec total? Oui, c'est un échec total. Ils ont de la volonté, justement, de se caser, de devenir plus populaire tout ce temps-là, mais c'est un peu le filon. Ce qui nous a amusé de transposer des thèmes plus classiques, de désir d'avoir des enfants, un bon travail. Des thèmes assez clichés pour le plupart des humoristes, mais de les transposer au Denis, ça devient que ça éclate dans la folie. Quand même. Puis moi, je me demandais, votre acolyte, Just to Buy My Love, est-ce qu'on va le voir encore? Oui, il est encore là. Il n'y a plus de personnages autres que ça. Il n'y a plus de chansons, il n'y a plus de band. Mais Just to Buy, il est là. Donc, il n'y a pas de chansons,
mais Just Boy est là, il a fallu développer le personnage pour autre chose qu'un danseur. Je pense que tu as quelque chose à dire. Ouais, il y a un gars qui a une caméra, tu sais qu'on est filmé. Oui, je sais qu'on est filmé présentement, puis même que j'ai votre accord aussi, donc je pense que c'est correct, il n'y aura pas de poursuite, oui. Tant mieux. Il y avait un gars avec une caméra, je le regardais, j'ai dit, il va peut-être sortir un gars. Mais il n'est pas bizarre, il est bien gentil. Oui, le gars, là, smart, c'est la caméra. Il est. Puis on se demandait, vous connaissez depuis la plus tendre enfance, en 99, vous avez participé à la finale de Cégep en spectacle. Est-ce que vous vous doutiez à cette époque-là que votre humour allait autant changer pour l'humour québécois? Non, premièrement, non, pas du tout. Puis c'était hors concours, la participation. Ça avait été demandé dans la semaine là, du spectacle. Là. Fait que c'était quelque chose qui était un ramassis de nos chansons qu'on avait à cette époque-là. Une couple de jokes absurdes, de l'improvisation. Puis ce qui est arrivé, dans le fond, le coup de grâce, c'est que c'est à ce moment-là qu'on a choisi nos costumes. C'est juste parce qu'on en avait deux pareils. Est-ce que vous les aviez achetés en même temps? Oui, on faisait beaucoup de films ou de sketchs. On avait un garde-robe d'accessoires et de costumes. Puis les deux seuls kits qu'on avait de Forterelle un peu cheap, c'était les sauts de brun. Oui, on magasinait au sol de l'église. C'était notre genre, ça. Des belles aubaines. Voilà. Aussi, on se demande, si jamais j'avais sur moi une lampe magique que je pouvais vous offrir, que vous auriez 3 vœux à réaliser pour votre duo dans le futur, qu'est-ce que ça serait? Ah, ben moi, en tout cas, pour vrai, là, la série télé, le film, puis évidemment, probablement un 4e spectacle, encore des Denis Drolet, faire de la scène, ça nous passionne, on adore ça. Le show vient de partir, mais déjà, on se dit, ça se peut pas qu'il n'y ait pas un 4e show. Puis je pense qu'on le partage un peu. Le rêve ultime, c'est sûr que le film... Moi, c'est juste d'être ultra riche. Oui, hein? Oui, les projets, je suis pas obligé de t'écœurer de faire ça. Ça fait des années. Avec Pepsi, ça va venir. Ça va venir. Votre annonce de Pepsi, en passant, elle reste dans la tête tout le temps. Avec Normand aussi. Ça reste dans un incontournable, hein? C'est vraiment un incontournable. Puis si je vous posais un questionnaire, connais-tu bien ton Denis? Et que je vous demande, lequel de vous deux est le plus bordélique? D'après moi, c'est Denis Barbu. Denis Barbu, parce qu'il pique des colères, puis je pense qu'il peut mettre le bordel partout, tandis que le mien, je me base plus là-dessus pour dire ça, je pense qu'il aime quand c'est ordonné. Comme dans le spectacle, il y a déjà quelque chose qu'on ressent comme le Denis Barbu, sa cravate est défaite, il manque un bouton, la chemise est défroquée. La mère n'était pas là pour remettre le bouton. Non, il y a l'autre Denis qui doit dire, ouais, tu fais ça, arrange-toi, parce que lui, il est comme tout bien. T'as raison, c'est vrai que le mien est plus bordélique. Mais on n'est pas bordélique. Ni un ni l'autre, je pense, dans la vie. Non, pas vraiment. Lequel est le plus ponctuel? Ah, Sébastien, plus ponctuel. Moi, j'ai toujours un décalage de 10 minutes, ça, c'est clair. Il y a toujours je m'en viens, j'arrive, c'est sûr que tu calcules. C'est une affaire avec la police. Ça me rassure de savoir que je suis pas toute seule. C'est ça qui arrive. Ça fait votre chance. Lequel de vous deux chante le mieux? Sûrement Vincent. C'est dur. Je pense qu'on chante bien à deux, puis que ça serait pas endurable si on chantait séparément. Ça serait ordinaire. Moi, j'ai une voix nasillarde. Souvent, Sébastien, lui, il va aller chercher les plus basses, il est capable d'aller chercher plus haut. Puis moi, j'ai un beau thème de voix. J'ai un petit thème de voix coquin. C'est ça. Ça jase bien ensemble. La caméra, là. Non, arrête d'avoir peur. J'ai peur de ce gars-là. Ou peut-être qu'il te fait de l'œil, on ne sait pas. Non, j'espère que non. Sors pas ton gun. Non. Donc, en terminant, justement, ma chanson, lequel je chante le mieux de vous deux, c'était justement pour vous amener. Moi, depuis le temps que je rêve de vous entendre en personne chanter Fantastique, c'est le moment ou jamais. Donc, je vous demanderai un extrait de votre chanson Fantastique, s'il vous plaît. Tu vas-tu pleurer? Oui, je vais pleurer, c'est sûr, je vais pleurer. OK, 1, 2, 3... Fantastique. Ah, le refrain? Non, c'est beau. OK. C'était beau, c'était bon, ça? 1, 2, 3. Fantastique. Fantastique. Oh oui, c'est fantastique. Fantastique. Oh oui, la rue est fantastique. Ce soir. Ah oui, pleure. C'est magnifique. Non, je pleure par en dedans. T'as besoin de pleurer. Depuis le temps que je vais entendre ça, donc pour vos informations. Non, faites-en pas, c'est comme s'il n'était pas là. Donc, pour toutes vos informations, vous avez une page Twitter, vous avez une page Facebook, vous avez un site internet, lesdenisdrolet.com. Oui, dans le fond, on vous espionne, on peut vous suivre partout. Ah oui, vous pouvez nous suivre vraiment. Bientôt, on branche des webcams dans la maison. On nous suit comme occupation. Nouvelle télé-réalité. Ah oui, on aime ça. À la place de Louis XIX, c'est Denis VI. Oh, on aime ça. Il y a 17 ans. Oui, mais moi, je capote sur Martin Drainville. Laisse-moi patience. Tu connais rien de ce qui se passe. C'est ça! Toi, tu connais rien de Martin Drainville. Ah, puis toi, ta caméra. Je pense que ça termine l'entrevue. Les Denis ou le Denis. Merci. Hey, un plaisir. Merci. À toi. À la prochaine. Merci, bye-bye. Bye-bye.
Oh, ça sent la fin de notre émission, mais avant de terminer ça, j'aimerais vous poser comme question, qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette semaine? Moi, c'était les Festi Week-ends. Je viens de découvrir ça. Ouais. C'est super le fun, plein d'activités. Chaque fin de semaine, du 23 juin au 12 août. Donc, c'est vraiment le fun. Il y a plein de choix. Absolument. Pourquoi pas y aller? Avec moi, en plus. Tabarnouche, t'es gâté. C'est vrai, on a une date. C'est vrai. Oui, n'oublie pas, hein? Je me rappelle. Parfait. Sam, toi? Moi, autre que les Festi Week-ends, j'ai bien adoré le costume de bain de la mère à Sarah. Ah oui, c'est très sexy. Ouais, j'étais bien surpris, moi aussi. Les hommes. Et parlant de Sarah, toi, Sarah, qu'est-ce qui t'a marqué? Moi, c'était pas le maillot de bain, c'était ma capacité physique de nager. Ça m'a surpris à quel point je nageais très mal. Mais outre la nage, le groupe Viva Nova m'a vraiment intéressé cette semaine. Oui, absolument. Mon coup de cœur cette semaine, c'est vraiment le groupe Viva Nova. Là, on a rendez-vous jeudi. Absolument, pour aller danser et s'amuser. Merci beaucoup à vous. Merci. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Je vous rappelle la question de la semaine. Quelle musique écoutez-vous? Pour répondre à la question, vous devez aller sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Anne-Marie Kirouac suit à l'instant. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Bienvenue à Laval en rafale, ici Anne-Marie Kirouac. On commence aujourd'hui avec un projet écologique novateur qui a été inauguré la semaine dernière au Centre d'interprétation de l'eau à Laval, le Rallye des rivières. Je me suis entretenue avec le responsable du projet, Olivier Lalonde. Alors, je me trouve aujourd'hui devant le Centre d'interprétation de l'eau à Laval où a lieu l'inauguration du nouveau projet, le Rallye des rivières. J'ai avec moi le responsable du projet, Olivier Lalonde. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer un peu quel est le projet du Rallye des rivières? Le Rallye des rivières, ce qu'on inaugure ce matin, c'est un réseau de 13 bornes dispersées sur le territoire de la rivière des Mille-Îles, 7 à Laval, 6 sur la Rive-Nord. 13 bornes dans 13 lieux plutôt exceptionnels, 13 lieux qui ont un intérêt particulier, soit naturel, soit technique, les stations d'eau potable, sur d'eau usée, soit qui offrent des points de vue particuliers sur la rivière que les gens de la région ne connaissent pas particulièrement. Donc ces bornes-là vise à amener les gens à ces lieux-là via un jeu, le jeu du Rallye des rivières, et à découvrir ces lieux-là. Ces lieux-là qui sont mis en valeur par les villes riveraines et qui représentent vraiment une richesse, représentent la richesse de la rivière sous différents angles. Donc nous, on amène les gens sur ces différents lieux-là à travers le rallye. Et on va créer dans les années à venir différents jeux associés à ça, en famille, avec les écoles, avec les personnes âgées, les clubs sociaux. Il va y avoir plusieurs publics possibles qui vont pouvoir participer à ce jeu-là sur des bornes qui sont permanentes. Donc, on est ici en face de la borne 1 du rallye. Voilà. Et le rallye, on peut le faire comment? On peut le faire à pied, à vélo, en voiture? Effectivement. Oh, bien, surtout en vélo, en motocyclette, en voiture, parce que le rallye est très vaste. Si on fait le tour des 13 bornes, donc de 1 à 13 et on revient à la 1 par la suite, c'est près entre 65 et 70 km selon le trajet qu'on franchit, en considérant qu'à chaque lieu, les gens vont s'arrêter. Les gens vont visiter les lieux. Quand il y a une passerelle qui dure 600 mètres, l'intérêt est au bout de la passerelle et pendant la passerelle, bien sûr, mais les gens ne pourront pas s'empêcher de se rendre au bout. Donc, c'est sûr que c'est relativement long. Les gens vont pouvoir le faire en partie, faire seulement l'ouest de la rivière, ensuite faire l'est, selon moyen de transport. Vous disiez à pied, on a fait un rallye pédestre. Donc, à partir de la 1 ici, un rallye de moins de 20 km qui se marche bien. C'est une bonne marche, mais ça se marche bien. Ce qui permet de découvrir 5 bornes à proximité, 5 des 13. Donc, ça se fait aussi. Il y a des gens pourront se créer leur propre rallye terrestre s'ils le veulent, soit dans l'est, où il y a aussi des bornes proches les unes des autres, ou dans l'ouest pour la même chose. Donc, il y a vraiment une multitude de possibilités pour parcourir ce rallye-là. Vous offrez aux gens, j'ai ici à ma possession, le carnet du randonneur. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent faire avec ce carnet? Ce carnet-là, en fait, c'est une sorte de petit guide touristique, un petit guide du rallye qui combine plusieurs choses. Premièrement, bon, la carte générale du rallye, les circuits possibles, etc. Et à chacune des pages, pour chacune des bornes, vous avez de l'information sur le lieu de la borne. Qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes à cette borne-là? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui se trouve autour de vous? Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on ne soulève pas de dire, voici, il y a une passerelle avec un canard. Oui, c'est amusant de voir ça. Mais on soulève des trucs que les gens qui vont à ce lieu-là déjà, peut-être ne savent pas qu'est-ce que la bâtisse à côté, station d'eau potable. Il y a des gens qui habitent dans le secteur qui ne savent même pas que c'est de là que provient l'eau de leur robinet, par exemple. Toutes sortes de petits trucs comme ça qui, une fois cumulés, c'est une source d'information incroyable et c'est un gros...
un grand bonheur, en fait, de découvrir son propre milieu. On va très, très loin faire des rallyes identiques souvent. Puis la région, les 450 000 personnes qui boivent l'eau de cette rivière-là, traitée bien sûr, ne connaissent pas ce qu'il y a autour. Donc ce carnet-là va leur permettre de découvrir chacune des bornes. Il y a des questions, donc il y a des intrigues. Essayez de trouver, promenez-vous autour et trouvez ce qu'il y a autour. Il y a des informations aussi en route. On a 13 bornes, il n'y a pas juste 13 lieux intéressants autour de la rivière des Mille-Îles. Donc, entre la 1 et la 2, par exemple, il y a le parc de la rivière des Mille-Îles. Arrêtez-vous là, ça vaut le détour. Entre... oui, bien sûr. Vous voyez les cyclistes qui sont prêts à partir. Oui, c'est ça. C'est déjà populaire. Dès maintenant. Oh oui, oh oui. Donc, c'est un exemple. À Saint-Eustache, il y a la rivière du Chicot on passe tout droit, mais on invite les gens à, entre deux bornes, à arrêter là parce que c'est un lieu vraiment intéressant à voir. Donc, c'est vraiment un guide que les gens se procurent. Ils remplissent des questions, on peut venir au CIO pour corriger, qu'on évalue, qu'on leur donne peut-être un badge de gardien des rivières s'ils ont bien complété. Oui, c'est ça. Donc, parlez-moi de ça, du gardien des rivières. Oui. Donc, les gens, ce carnet-là, le remplissent, viennent nous le porter, ils peuvent le garder par la suite. Mais quand ils viennent nous le porter et qu'on remplit le questionnaire, les réponses auxquelles ils ont répondu, les questions auxquelles ils ont répondu, ils peuvent donner gardien des rivières, c'est-à-dire certifier qu'ils ont été sensibilisés, que le message a passé, ils disent oui, vous m'avez convaincu et je vais faire ma part. Je vais en parler à mes proches. Je vais limiter mon gaspillage d'eau à la maison. Je vais limiter la pollution par telle mesure qu'on identifie, qui sont faciles à appliquer à la maison. Donc, s'engager auprès de la rivière, de la source d'eau qu'elle est et des milieux naturels qui l'entourent, pour ensuite devenir gardien des rivières et apparaître sur le mur des gardiens qui sera inauguré à la fin de l'été avec les premiers gardiens des rivières près du CIO ici. Donc un mur qui sera permanent et sur lequel on identifiera qui sont les gardiens des rivières, qui a complété les rallyes avec réussite, qui s'est engagé à protéger la rivière, dans le but que ça devienne exponentiel. Donc c'est une rivière qui est très, très sollicitée pour l'eau potable, pour les eaux usées et pour une diversité végétale par la quantité d'îles. Il y a plus de 100 îles dans cette rivière-là, dont plusieurs sont protégées. Le parc de la Mille-Îles l'exploite très bien, ce thème-là, le met en valeur. En allant sur la rivière, nous, on fait un peu la même chose de façon complémentaire en amenant les gens sur les rives et donc toucher plus de gens encore pour que les gens soient sensibilisés à tous les aspects, différents thèmes historiques, actuels et futurs de cette rivière-là. Un très, très beau projet. On espère que les gens viendront en grand nombre cet été. Donc, on le répète, le Rallye des rivières comporte 13 bornes. Oui. Et à Laval, il y en a... Il y en a 7 côté de Laval et 6 sur la Rive-Nord. Ça se parcourt, vous pouvez faire ça en plusieurs journées aussi, comme je disais tout à l'heure, à vélo, en auto, en famille, entre amis. Et on peut pique-niquer, on peut s'arrêter, pique-niquer. Il y a beaucoup de lieux intéressants où il y a une aire de pique-nique sur le trajet. Ça, vraiment, c'est possible et c'est très agréable. Ça vaut le détour. Ça va vraiment valoir le détour. C'est une activité en elle-même, à côté de chez soi. C'est ça. À côté de chez soi, à 5 minutes de la maison. Bon, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Et bon succès avec le Rallye des rivières. Merci beaucoup. À bientôt. L'Agence spatiale canadienne organise son tout premier concours de photos ouvert au grand public, le défi photo de la tournée mondiale de l'astronaute Chris Hadfield. L'annonce du concours a eu lieu au Cosmodome la semaine dernière. En décembre 2012, l'astronaute canadien Chris Hadfield s'envolera à bord d'un engin spatial à destination de la Station spatiale internationale, où il séjournera et travaillera pendant 6 mois en tant que membre de l'équipage de la mission 34-35. En plus de superviser les opérations à titre de commandant, il mènera diverses expériences scientifiques, fera fonctionner le Canadarm2 et effectuera différentes tâches de robotique. Aujourd'hui, à peine 6 mois avant sa prochaine mission, Chris Hadfield a pris une courte pause de son entraînement en Russie pour inviter les Canadiens à participer au défi photo de sa tournée mondiale, marquant ainsi le début de sa série d'activités entourant sa mission. Et j'aurai la chance de prendre les photos partout en orbite, partout au monde, chaque petite partie de notre planète. Mais j'espère que vous aurez la chance de prendre les photos. Merci beaucoup, encore une fois, au nom de la direction générale et l'école de Saint-Gilles et aussi l'école... De la montée. De la montée, exactement, j'avais oublié l'école. Tantôt, je voulais vous le dire, c'était important. Alors, on va avoir une première question d'un jeune qui s'appelle Raphaël. Alors, je lui passe le micro. C'est moi, Raphaël. Comment c'est de se sentir monter dans l'espace? C'est tellement difficile parce que d'être en orbite, c'était nécessaire d'avoir une vitesse énorme, une vitesse de 8 km par seconde pour rester en orbite. Si c'est moins que ça, on tombe dans l'atmosphère. Donc, c'est nécessaire d'obtenir une vitesse énorme. Donc, c'est nécessaire d'avoir une fusée, rocket énorme avec beaucoup de force. Et vous êtes
dans cette explosion, dans cet endroit dangereux et avec beaucoup de pression et accélération dans le poste de pilotage, dans la navette dans le Soyuz. J'ai déjà entendu parler qu'à un moment donné, il y avait un entraînement sous l'eau. Mais on aimerait savoir si c'est dur. Oui, bonne question. Oui, nous avons des simulateurs partout au monde pour mieux savoir l'environnement d'être dans l'espace. Peut-être avec le manipulateur canadien, le Canadarm2, il y a des simulateurs pour ça. Mais pour mieux savoir exactement l'environnement d'être seul, l'équipage de 6 personnes, dans un environnement séparé de tout le reste du monde, tout le reste de la Terre, avec un niveau de danger élevé et donc les effets psychologiques de ça, nous avons décidé de faire l'entraînement sous l'océan. Merci et envoyez-moi s'il vous plaît les photos, les envoyer à l'agence. J'ai hâte de les voir ici sur Terre pendant les 6 mois prochains et ensuite en orbite. Merci et bonne journée à vous autres. Merci beaucoup, M. Chris. C'est un honneur de vous aujourd'hui. Merci. Les Canadiens, jeunes et moins jeunes, pourront l'accompagner à l'aide de Chris 2D et afficher leurs photos en ligne en utilisant un outil fourni sur le site Web de l'Agence spatiale canadienne. Pour en apprendre davantage sur le défi photo et sur sa mission, rendez-vous à l'adresse apparaissant à l'écran. Enfin, la semaine dernière avait lieu la réouverture de Plantes et décors Véronneau. Plus de détails avec Mme Brigitte Bélanger. Ici Paul Bourbonnais pour TVRL. Je suis présentement à l'inauguration officielle de Plantes et décors Véronneau. Nous allons rencontrer les propriétaires. Bonsoir. Bonsoir. Là, fébrile ce soir, j'imagine? Oui, toujours. Oui. C'est la grande ouverture. Expliquez-nous un peu pourquoi il y a une si grande ouverture ce soir. Bien, disons qu'on a passé au feu complètement. On a été rasé par le feu il y a 11 mois aujourd'hui, le 6 juillet dernier. Et puis, on a réouvert le magasin. On est ici pour célébrer là, le nouveau magasin, le nouvel édifice. La réouverture du magasin. Qu'est-ce qui fait votre particularité sur le marché des plantes? Qu'est-ce que vous offrez de différent? Bien, qu'est-ce qu'on offre? C'est la quantité, aussi la variété de plantes artificielles, autant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Alors, on a fait un peu notre renommée sur ça depuis des années. Et puis, le monde vient ici particulièrement aussi à cause des arrangements floraux qu'on a, des vases exclusifs. On fait nos propres designs de vases puis tout ça. Alors, vous retrouvez ici qu'est-ce que vous ne retrouverez pas ailleurs, simplement. La majorité de nos produits, ce sont des importations. Donc, comme Guy disait, ce sont des produits que nous, on design, on importe. Vous ne les retrouverez pas nulle part ailleurs. C'est des prix vraiment très intéressants. Et les plantes artificielles, ce n'est pas des produits, on les fabrique également aussi. Donc, c'est beaucoup de sur-mesure. On offre le service d'installation, livraison. Alors, un magasin très particulier. Est-ce qu'on peut m'offrir un service à la maison parce que je veux refaire mon décor à l'intérieur ou à l'extérieur? Oui, vous avez le service de designer à domicile. Alors, on va, vous venez en magasin, vous aimez des choses, on va chez vous, on fait le tour de la propriété, soit intérieur et extérieur. Et puis à partir de là, bien, on décide ensemble des produits que vous allez avoir besoin. Puis on revient en magasin ici choisir les éléments de décoration. Nous, c'est vraiment la touche finale du décor, que ce soit les tableaux, les miroirs, l'arrangement floral, évidemment, les meubles d'appoint, les plantes artificielles, mais c'est tout ce qui a trait à la touche finale. On a des fleuristes designers qui sont ici sur place, qui peuvent vous conseiller dans le choix du vase, l'arrangement floral. On va le faire avec vos couleurs, vos budgets, les dimensions que vous avez besoin. Puis chaque création, chaque arrangement est unique. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour les plantes intérieures et extérieures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonsoir. Chaque dimanche dès 9h30, n'oubliez pas le bingo à la télévision régionale de Laval, animé par Hélène Lavigne. Voici quelques gagnants. Pour connaître la liste des points de vente, visitez le www.bonjourbingo.com. Un rendez-vous à ne pas manquer au Canal 9 chaque semaine. C'est déjà tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Laval en rafale.